introduction. Bon, je me présente rapidement, hein, je ne suis pas l'interlocutrice principale, loin de là. Donc, je suis Isabelle Rouge à la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi. Je suis chargée de liaison entreprise-emploi. Donc, et j'aide Anastasia, qui est donc ma collègue pour ce webinaire, et également Hélène Colson, qui est notre chargée de mission filière numérique, qui donc organise la semaine de l'emploi et du numérique qui se termine demain, avec plein d'événements qui ont lieu et encore demain. Voilà, cette semaine de l'emploi et du numérique, juste pour vous situer, c'est la 4e année que nous l'organisons. Et il y a vraiment 3 thématiques principales abordées. Il y a la thématique de l'inclusion, il y a la thématique des métiers, des filières sur un secteur en tension et en forte croissance. Et puis, il y a des thématiques sur la transformation digitale ciblée, donc sur les entreprises, les associations, toutes les structures. Voilà. Et donc, ce dernier webinaire que Anastasia anime et a conçu pour vous et animera, donc sur la thématique de la création de newsletter, et donc le dernier d'une série de 4 qui ont été consacrés pour les entreprises. Donc vous pourrez regarder en replay ceux que vous n'avez pas vus et dont les thématiques vous intéressent. Hier, il y en avait un par exemple sur le thème du podcast. Donc voilà pour le contexte. Les petites règles, bon, comme d'habitude, coupez les micros s'il vous plaît quand vous ne prenez pas la parole pour la bonne audition de tout le monde. Bien sûr, vous pourrez la prendre au moment des questions-réponses. Ce qu'on a prévu, il y a un contenu assez dense, hein, donc ça va être bien rythmé. On a prévu 1 heure de temps. Si on pense dépasser un petit peu, on vous préviendra. Pour vos questions, mettez-les s'il vous plaît dans le chat, vraiment ciblées sur ce qu'Anastasia sera en train de dire. Et à ce moment-là, je les poserai au fur et à mesure du déroulé. Et puis, on a prévu normalement 2 temps de questions-réponses où vous pourrez soit poser vos questions dans le chat, soit prendre la parole. Voilà comment on a prévu de fonctionner. Donc, pour ne pas perdre de temps, je passe la main tout de suite à Anastasia pour démarrer. Voilà, bon webinaire à tous. Merci Isabelle. On voit bien mon écran là, c'est bien partagé? Alors, moi j'ai... Hop. Oui, c'est bon. Parfait. Donc tout d'abord, je me présente, Anastasia Laroche. Je travaille actuellement à la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi avec Isabelle, donc au sein du service entreprise. Et dans ce cadre, j'envoie régulièrement des newsletters pour informer sur les différents dispositifs dont je fais la promotion. Auparavant, j'ai travaillé au CESI, une école d'ingénieurs, où là aussi, j'ai utilisé régulièrement les newsletters pour communiquer. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous proposer de partager mes astuces sur les newsletters pour pouvoir apprendre à créer votre première newsletter et qu'elle soit impactante, qu'elle fonctionne bien. Dans un premier temps, c'est important pour moi de voir ce que vous attendez de ce webinaire. Donc, je vais vous partager un petit sondage qui devrait apparaître sur vos écrans. C'est tout bon. Donc là, vous allez pouvoir, il suffit de cocher en fait pour sélectionner vos réponses. Donc, je vous laisse un petit temps. Donc, je pense que vous avez tous à peu près eu le temps de répondre. Donc, je vais partager avec vous les résultats. Donc voilà, c'est pour avoir une idée un petit peu de ce que vous venez chercher au travers de ce webinaire. Notamment, donc c'est des thèmes qu'on va aborder. Donc, je vois pouvoir proposer un contenu de qualité qui sera lu. C'est ce qui ressort le plus. Donc, effectivement, c'est un petit peu le nerf de la guerre et on va voir comment faire pour arriver à ce résultat. Donc, au niveau du programme qui nous attend, dans un premier temps, je vais vous expliquer donc ce qu'est une newsletter, quel est l'intérêt pour vous de mettre en place une newsletter au sein de votre entreprise, de votre association, quels outils il existe, quels outils vous pouvez utiliser, quelles sont les différentes étapes, et je détaillerai ensuite ces différentes étapes pour que vous puissiez créer votre newsletter et qu'elle ait de bons résultats. Donc, dans un premier temps, une newsletter, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un email que vous allez envoyer à une liste d'abonnés qui peut être à vocation commerciale ou éditoriale.
Et on voit déjà dans un premier temps que l'intérêt, c'est que le mail, donc c'est un support qui est de plus en plus utilisé, aussi bien professionnellement que personnellement, et qui a énormément d'utilisateurs dans le monde. Donc en utilisant un envoi massif de newsletters, vous allez pouvoir vous adresser justement à une large audience. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est aussi ce qui fait la difficulté finalement de la newsletter, c'est que de nombreuses personnes en font. Donc, les personnes auxquelles vous adressez reçoivent des mails de la part d'autres personnes et il va falloir arriver du coup à ne pas être noyé dans toute cette masse de mails, à ressortir, à ne pas finir dans les spams aussi surtout. Et en tout cas, à vous distinguer pour pouvoir être remarqué. La newsletter revêt aussi d'autres intérêts. Notamment le fait de pouvoir créer du lien directement avec vos clients, vous adresser directement à eux, ce qui n'est pas le cas dans tous les supports de communication. C'est un moyen qui va vous permettre de générer du trafic sur votre site ou vos réseaux sociaux, puisque dans les newsletters, souvent, on redirige le visiteur, le lecteur, vers notre site, notre boutique en ligne, par exemple. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va avoir un impact sur votre présence sur le web, sur votre notoriété en ligne. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un outil qui va vous permettre de mesurer vous-même vos performances, de les voir évoluer directement dès après l'envoi de la newsletter. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, ça va vous permettre justement de pouvoir réagir en fonction de ces résultats. Donc, on n'a pas forcément toujours la main sur les retours de campagnes publicitaires. Par exemple, quand vous distribuez des flyers dans la rue, vous ne savez pas du tout quel est le retour sur investissement ou très difficilement. Vous ne savez pas exactement combien de personnes vous avez touché, combien de personnes ont lu votre flyer ou ont interagi avec. Et là, la newsletter va vous permettre ça. Donc, c'est vraiment ce qui la distingue des autres médias de communication. Aussi, le fait que vous allez avoir une forme d'indépendance. Pour faire une newsletter, vous ne faites pas appel à un prestataire externe. On va le voir juste après, vous avez différents outils, mais c'est vous qui les gérez. C'est vous qui programmez vos envois, donc il n'y a pas de délai et il y a un coût qui est assez faible. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Et le coût étant faible, mais permettant de toucher une large audience, vous avez très souvent un bon retour sur investissement. Donc, la grande question, quels outils utiliser pour créer une newsletter? Donc, la plupart des outils, ce sont des logiciels qui sont hébergés en ligne. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir créer votre mail, vous allez vous rendre sur Google, taper le nom de votre outil et vous connecter à votre compte. Donc là, je vous ai mis un certain nombre d'exemples. La liste n'est pas exhaustive, il en existe énormément. Là, ce sont les plus connus. Et pour chaque outil, je vous ai mis en face le tarif de la prestation de base, si je puis dire, parce que les tarifs sont vraiment variés. Donc, il faut savoir que la plupart des plateformes proposent un modèle, ce qu'on appelle freemium, c'est-à-dire qu'au démarrage, c'est gratuit. Pour faire des petites choses, si je puis dire, vous n'allez pas payer. Mais quand après, vous allez voir plus d'options, plus de contacts et plus de mails à envoyer, vous allez devoir vous abonner. Donc, quand on sait qu'on va faire des newsletters, on finit forcément par s'abonner au moins au tarif que je vous ai indiqué. Comme vous pouvez le voir, c'est soit un tarif par rapport au nombre de mails que vous envoyez par mois, soit par rapport au nombre de contacts que vous avez. Ça revient à peu près au même. Mais dans l'idée, voilà. Vous avez la liste des fonctionnalités principales que ça va vous permettre d'avoir, ces différents tarifs. Et puis après, il y a un certain nombre d'options qui vont venir se rajouter. Ce qui fait que les prix varient de 0 à 600 €. Donc, c'est vraiment très variable. Mais 600 €, ça m'étonnerait que… Enfin, après, je n'ai pas vu toute la liste d'entreprises présentes, mais 600 €, il faut avoir des campagnes vraiment énormes et vouloir des options qui sont autres que réaliser des newsletters. Vous êtes plus concerné par les tarifs qui sont affichés. Donc justement, vu qu'il y a pas mal d'outils, la question se pose de comment choisir sa plateforme emailing. Tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions. Comme vous l'avez vu, il faut voir combien de contacts vous allez avoir, combien de mails vous souhaitez envoyer par mois, et en fonction de ça, choisir l'outil et le tarif lié à cette prestation sur cet outil. Et puis voir si vous avez besoin d'autres fonctionnalités. Par exemple, il y a des fonctionnalités qui vont vous permettre d'automatiser l'envoi de vos newsletters ou d'automatiser également les réponses à vos clients quand ils font une action sur votre site internet ou votre newsletter.
Donc ça, il faut savoir que ce sont des options payantes, comme par exemple aussi envoyer des SMS, des choses comme ça. Donc bien réfléchir à tout ça. Ce qui est important, c'est que votre plateforme garantisse une bonne délivrabilité. Donc là, je vous ai mis des termes un peu techniques. Il faut passer outre le fait que voilà, ce sont des abréviations un peu barbares. Ce qui est important, c'est de voir si ces abréviations sont justement présentes sur le site, si les protocoles sont bien mis en place. Ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que créer une newsletter, ce n'est pas forcément très compliqué. On se dit que mettre en page, ça va être dur, qu'il faut être graphiste ou savoir coder. Eh bien non, si vous avez un éditeur drag and drop. Donc ça, c'est vraiment la condition sine qua non quand on veut se faciliter la vie. Ce doit être une option que propose votre plateforme. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut que votre plateforme, si vous avez d'autres logiciels, par exemple un CRM ou un blog ou que sais-je, c'est intéressant qu'ils puissent s'intégrer. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si votre CRM travaille en collaboration avec Mailjet, vous avez tout intérêt à prendre Mailjet parce que ça va créer du lien entre les deux logiciels et du coup, ça va faciliter vos différentes actions et pouvoir faire des choses automatiquement et donc gagner du temps. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder ça. Ensuite, on va voir donc les différentes étapes. Là, je vais passer rapidement dessus puisque ce sera l'objet de la deuxième partie. Donc, pour créer une newsletter, dans un premier temps, il va falloir définir ses objectifs, donc se poser les bonnes questions, créer sa liste d'abonnés puisqu'il faut choisir à qui on va s'adresser, la concevoir. Donc là, il y a toute une série d'étapes et c'est dans cette étape que le côté, la fonction drag and drop que je vous ai expliqué tout à l'heure va être utile. Ensuite, l'envoyer ou la programmer et suivre vos statistiques. Donc voilà pour cette première partie. Excuse-moi, est-ce que tu peux... Apparemment, il y a quelqu'un dans la salle d'attente, je crois Hélène, qui m'a envoyé un petit mot parce que j'ai Alors... la main a priori. Et puis couper le micro de Laïla, j'essaye de lui faire signe, mais... Hop. Est-ce que déjà, suite à cette première partie, il y a des questions? N'hésitez pas à faire signe dans clair, le chat. merci. Donc, je vais passer à la deuxième partie. Oui, pardon, j'avais juste une question. Vous avez évoqué qu'il fallait que ça renvoie, mais peut-être que vous allez l'aborder plus tard. Pardon, c'est Ombline de l'association Perle. Est-ce qu'on peut renvoyer, par exemple sur Mailchimp, est-ce qu'on peut renvoyer vers un article LinkedIn, par exemple, si on a rédigé un article LinkedIn? Oui, effectivement, je l'ai détaillé tout à l'heure, mais ok, bon, parfait alors. Pardon. C'est une possibilité et c'est même une très bonne idée. C'est exactement ce qu'il faut faire, en fait, créer des liens avec votre newsletter. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la partie suivante. Donc, sur les différentes étapes, comme je vous disais, la première, ça va être de définir vos objectifs, c'est-à-dire vous poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire avec cette newsletter? Pourquoi vous la mettez en place? Vous ne la mettez pas en place pour faire joli, histoire de faire une newsletter. Ces objectifs, ça va vous donner une feuille de route que vous allez pouvoir suivre. Ça va vous permettre, quand vous allez mesurer vos statistiques, de réagir en fonction de ces objectifs, de mener des actions par rapport à ces objectifs. Donc, c'est ça qui est important. Donc là, je vous ai mis un certain nombre d'exemples. Ce qui est important, c'est de les formaliser. Donc, ce qu'on dit en marketing, c'est que les objectifs doivent être SMART, donc intelligents. SMART pour spécifique, spécifique, c'est-à-dire clair, mesurable, atteignable, donc c'est-à-dire faut quand même se challenger un petit peu quand on a des objectifs, mais il ne faut pas que ce soit complètement démesuré. Réaliste par rapport à vos moyens, aussi bien financiers qu'humains. Alors, attendez, j'ai une personne en salle d'attente, c'est pour ça que j'ai un petit temps. C'est bon. Donc, je disais réaliste par rapport à vos moyens et temporellement définis. Donc, si je dois vous donner un exemple, ça pourrait être augmenter de 20% le nombre de visites sur votre site dans les 6 mois. Ça peut être un des objectifs de votre newsletter. Vous voyez que c'est assez clair et défini. Pour pouvoir illustrer ces différents objectifs, on va faire entre guillemets une petite étude de cas. Je vous ai mis des exemples de newsletters que j'ai reçus.
Et on va voir qu'elles n'avaient pas toutes à la base le même objectif. Donc la première, c'est celle d'Habitat, donc qui vend des meubles, où on peut voir voilà, qu'elle met en évidence son nouveau canapé, qu'elle invite à cliquer sur le lien pour se rendre sur sa boutique en ligne. Et clairement, là, l'objectif, c'est de vendre le canapé. Mais l'objectif des newsletters, c'est pas toujours de vendre, comme on peut le voir avec la suivante, donc celle d'EDF. Je ne sais pas si vous voyez précisément ce qu'a écrit, mais dans l'idée, il parle du fait qu'on est confiné, comment on peut économiser de l'énergie alors que justement on est confiné, mais qu'on a envie d'avoir chaud. Donc, il se positionne là plus dans un rôle de conseiller. Le but, c'est pas de vendre, c'est vraiment de montrer qu'ils sont là pour conseiller leurs clients et que ce sont des experts de leur domaine d'activité, donc pour avoir une crédibilité auprès de leurs clients. Et sur le troisième exemple, donc c'est C-Cube qui propose des salons en ligne aux étudiants, des salons de recrutement. Et donc là, du coup, ils informent sur leur prochain salon virtuel. Ils invitent les personnes à s'inscrire. Donc là, clairement, l'objectif, c'est de mobiliser les personnes sur leurs événements. Donc, vous voyez, vous pouvez faire une newsletter vraiment pour différentes raisons. Ça va dépendre de votre entreprise, de ce que vous souhaitez mettre en avant. La deuxième étape, où là aussi c'est vraiment une partie réflexion stratégique, c'est créer votre liste d'abonnés. Donc c'est important que vous puissiez identifier votre cible, savoir de qui il s'agit. Est-ce que ce sont vos clients, vos partenaires, quelles sont les habitudes de votre cible et du coup comment vous allez répondre à ces besoins au travers de newsletters, quelle va être la valeur ajoutée que vous allez apporter, par exemple EDF, qui se positionne comme un expert qui va apporter des conseils dans son secteur d'activité. Donc, une fois que vous avez identifié votre cible, vous allez devoir récolter des contacts. Donc, vous avez peut-être déjà des contacts, des clients forcément. Ce sera important de les abonner officiellement au travers d'un formulaire d'inscription pour le respect des normes légales. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, aussi bien des personnes que vous connaissez que vous ne connaissez pas doivent s'inscrire via le formulaire d'inscription pour que vous ayez leur consentement. Ce qui est important, donc évidemment, ça va être de faire grossir votre liste d'abonnés, mais pour autant, il ne faut pas tomber dans la volonté de vouloir absolument de la quantité et par exemple d'acheter des listes de contacts parce qu'il y a des personnes qui vous proposent d'en acheter. Il faut savoir que ces listes, elles ne sont pas forcément toujours qualifiées. Donc, vous allez finir par écrire à des personnes en plus qui n'ont jamais entendu parler de vous et qui n'ont pas forcément envie d'entendre parler de vous. Par conséquent, elles vont peut-être vous déclarer comme spammeur et là, ça va être compliqué pour votre réputation et vous risquez de tomber dans les spams si trop de personnes vous déclarent comme spammeur. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille. Si vous avez des listes assez importantes ou différentes cibles, vous allez segmenter vos listes, c'est-à-dire regrouper vos contacts en fonction de leurs caractéristiques, par rapport à l'âge, à la localisation. Par exemple, si vous êtes une entreprise nationale, vous n'allez peut-être pas dire la même chose aux clients qui se situent à Paris et à ceux qui se situent à Lyon. Ça n'a aucun intérêt de parler des salons lyonnais à des clients parisiens. Voilà, je donne un exemple comme ça. Et du coup, ça va vous permettre de segmenter, d'adapter votre discours. Donc, c'est pour ça que c'est important. Moi, par exemple, à l'AMMIE, je m'adresse à la fois à des entreprises, à des demandeurs d'emploi, ainsi qu'à des référents, des conseillers. Donc, je ne peux pas m'adresser à eux de la même façon. Et puis, ce n'est pas les mêmes informations que je veux communiquer. Ah. J'ai sauté un diapo. Donc, je vous parlais du formulaire d'inscription pour créer la liste d'abonnés. Ce qui est important donc avec ce formulaire d'inscription, c'est de récupérer le consentement, comme je vous disais, pour respecter les normes RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, et pour récupérer aussi tout simplement des données qualifiées de vos abonnés. Donc, je vous ai mis un exemple d'un lien d'inscription sur le site Welcome to the Jungle, donc il y a un site sur la marque employeur de différentes entreprises qui proposent des aides pour trouver, des conseils pour trouver un travail, ce genre de choses. Et donc, ça, c'est ce qu'on trouve en bas de page de leur site qui propose de s'abonner à leur newsletter. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon exemple parce qu'on voit les bonnes pratiques, donc notamment le fait que c'est en bas de page, donc ça va attirer l'attention et que ce sera sur toute leur page de site. Donc, à chaque fois, vous le verrez. Ce qui est important, c'est que
ils expliquent quel est le contenu de leur newsletter, quelle est la valeur ajoutée de leur newsletter, pourquoi il faut s'abonner, parce qu'on va pouvoir avoir des informations sur les jobs qu'ils proposent et avoir des informations sur comment trouver un emploi. Ce qui est important, c'est qu'ils font mention au fait que les personnes peuvent se désabonner, donc ce qui est obligatoire, mais c'est bien de le signaler parce que voilà, on voit qu'on n'est pas marié avec eux, que si on a envie d'avoir des informations pendant 6 mois et après de se désabonner, ce sera tout à fait possible. Et surtout, ils font référence à leur politique de protection de données, donc aux normes RGPD, ce qui est vraiment très important d'un point de vue légal, je le répète, pour pas avoir de pénalités financières, ce genre de choses. Donc là, les personnes vont cliquer sur « Abonnez-vous », donc il y a un bouton qui va inciter à l'action, et compléter le formulaire. Pour les formulaires, votre plateforme d'emailing peut avoir une option intégrée de création de formulaires qui vont pouvoir s'intégrer automatiquement sur votre site et à votre logiciel. Mais si ce n'est pas le cas, sachez qu'il existe d'autres solutions. Je vous ai mis quelques exemples dans la boîte à outils. Donc, Anastasia, il y a une petite question de Marie. Oui. On a prévu d'avoir un replay. Est-ce que tu as prévu de partager ta présentation également? Oui, oui, oui. Donc, tu es bien généreuse alors. C'est ça, vous n'êtes pas obligé de prendre trop de notes. Voilà, c'est ça. Vous pouvez vous concentrer et surtout après poser vos questions. Voilà, oui, oui, vous aurez le PowerPoint à la fin. Avant de passer à l'étape suivante, donc qui est la conception de la newsletter, je vais partager avec vous un autre petit sondage. Hop. Donc, je le transmets. L'idée, c'est de sélectionner parmi ces différentes propositions quel objet de mail vous donne le plus envie de l'ouvrir. C'est-à-dire que vous recevez ça sur votre boîte mail. Quel mail vous allez ouvrir? Qu'est-ce qui vous donne envie de consulter, d'aller plus loin, de lire le mail? Donc, je vous laisse un petit temps pour répondre. Alors, il ne faut pas hésiter, hein, il n'y a pas de note à la fin. 12, je pense que je laisse encore quelques secondes. Hop. Donc, je vais partager avec vous les résultats. Donc, apparemment, pour la plupart d'entre vous, vous auriez ouvert « Comment créer une newsletter impactante et avec quels outils ?» Donc, vous allez voir dans la prochaine slide pourquoi je vous ai fait ce test. C'est parce que l'objet du mail, c'est la première impression et qu'il y a certaines formulations qui vont vous permettre justement de donner envie d'ouvrir. Bon, c'est bien, ça m'arrange bien. Vous avez sélectionné la proposition qui convient bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'objet du mail. Donc, comme je disais, c'est important, c'est la première impression. Il faut qu'au travers de l'objet de votre mail, vous puissiez attirer l'attention, mais aussi rassurer. Donc, c'est-à-dire, là, parmi les différents objets que vous avez mis, il y en avait un, c'était webinaire gratuit, en lettres majuscules, créer une newsletter et devenez riche. Alors, du coup, vous évoquez des bénéfices qui sont certes attirants, mais ça paraît un peu démesuré quand même. Donc, les personnes vont se méfier et par conséquent risquent de ne pas vouloir aller plus loin et de ne pas cliquer dessus. Donc, il faut faire part des bénéfices, montrer la valeur ajoutée, mais pas en faire trop. Ce qui est important, c'est que l'objet de mail soit évocateur. Donc, vous allez informer sur le contenu du mail et interpeller, par exemple, avec une question. Donc, la plupart d'entre vous, vous aviez justement choisi celui qui était sous forme de questions. Parce que c'est vrai que du coup, ça éveille la curiosité et on a envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est une des techniques qui fonctionne bien. Il y a aussi utiliser des verbes d'action, par exemple, qui impliquent, en s'adressant à la personne, soit à la deuxième personne ou avec un vouvoiement. Par exemple, vous découvrez les bonnes pratiques pour créer une newsletter. Ça aussi, c'est un objet qui peut bien fonctionner, puisqu'il y a un verbe d'action et qu'on s'adresse à la personne. Il est même possible de mettre le prénom de la personne. Ça s'insère en fait sous forme de variable dans l'objet du mail. Donc là, il faut que ça se prête aussi au discours, à la cible, mais c'est tout à fait possible et ça fonctionne bien.
Ce qui est important aussi dans l'objet du mail, c'est de faire attention à ce qu'on appelle les spam words, c'est-à-dire les mots qui vont vous faire atterrir dans les spams. Comment ça se fait qu'il y a des mots qui sont identifiés comme des spam words? C'est-à-dire que ce sont des mots que les messageries ont identifiés ainsi, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont plaints en recevant des mails qui avaient ce type de mots dans leur objet. Donc, c'est tous les mots qui tournent autour de l'argent, du sexe, des services bancaires, de la santé, toutes les choses où souvent, vous savez, les mails que vous recevez, on essaie de vous arnaquer, c'est souvent sur ces thématiques-là au final, donc c'est pour ça que c'est déclaré comme spam, ou les choses trop agressives commercialement. Donc, faut faire attention à ne pas trop les utiliser. Après, c'est pas parce que vous mettez le mot homme dans votre objet de mail que vous allez atterrir dans les spams. C'est pas parce qu'il y a un mot, la messagerie analyse aussi les associations d'idées que vous faites. Mais typiquement, homme riche célibataire offre ses services gratuitement n'est pas un objet de mail efficace. Vous allez forcément atterrir dans les spams puisque vous avez un enchaînement de mots spam qui du coup vont forcément vous faire mal voir avec en plus des majuscules agressives. Donc très important, l'objet du mail ainsi que le nom d'expéditeur qui va être aussi la première chose vue. Tout simplement, le nom d'expéditeur, c'est le nom de votre marque ou de votre entreprise et vous pouvez associer votre prénom ou votre nom de famille. Voilà, ça dépend de l'identité que vous voulez donner à votre marque. Mais il ne faut pas chercher des choses compliquées. Il faut pouvoir être identifié et utiliser toujours le même afin que les personnes sachent que c'est vous à chaque fois qui les contactez. Donc, je vous ai mis quelques exemples d'objets de mail, de mails que j'ai reçus, qui fonctionnent plus ou moins. Je vais vous dire pourquoi. Donc, les premiers, c'est ceux qui ne fonctionnent pas. Continuer d'économiser en lettres majuscules. Donc, déjà, il y a un terme qui a un rapport avec tout ce qui est commercial en majuscules, moins 80%. Voilà, c'est trop vendeur, en fait, trop orienté vente. Pour le deuxième, déjà, il est en anglais. Donc, les messageries françaises aiment forcément moins les choses en anglais, déjà, première chose. Et puis, il y a des références à des termes qui pourraient faire penser à des choses, à de la vente, à des produits phares comme l'iPhone. Donc, on peut s'imaginer que c'est une promo pour l'iPhone, surtout qu'il y a écrit Black Friday. Alors qu'en fait, rien à voir, c'est pour de l'impression 3D. Mais vous voyez, du coup, il atterrit dans les spams parce que c'est identifié comme un truc un petit peu commercial. Ensuite, vous avez les exemples de ce qui fonctionne bien. Donc, il faut savoir que c'est arrivé dans ma boîte mail. Donc, le premier Maison du Monde est un bon exemple parce que je n'habite pas dans un château. Et du coup, il me dit un petit espace à optimiser, des meubles pratiques et fonctionnels pour vos petits espaces. Donc, il me propose une solution personnalisée. On voit qu'il m'a ciblé dans l'objet du mail et puis justement dans la segmentation auparavant dont je parlais. Le deuxième, c'est pareil, c'est ciblé. Alors non, je suis pas... on ne voit pas dans l'objet du mail, c'est un forum ingénieur, mais comme avant, je travaillais dans une école d'ingénieurs, je m'étais fait passer pour une étudiante. Donc, il croit qu'il m'a ciblé, mais non. Mais dans l'idée, il m'avait bien ciblé. Il est personnalisé, puisqu'il y a mon prénom qui apparaît, donc ça va m'interpeller. Le troisième, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur un tout autre registre, c'est plus sérieux. Mais voilà, avec le terme d'avant-goût, ils éveillent la curiosité et ils donnent envie d'aller plus loin. Donc, ça montre un petit peu le type de terme que vous pouvez employer. Et pour le dernier, ce que je trouvais intéressant, c'est vous montrer qu'on peut aussi un petit peu sortir du cadre, mettre des émoticônes, des choses comme ça. Si ça correspond à votre cible, c'est tout à fait possible. Les émoticônes, faut par contre en mettre un ou deux, c'est pareil. S'il y a trop d'émoticônes, vous allez atterrir dans les spams. Donc là, ça fonctionne bien. Il y en a un avec une petite phrase qui interpelle. Vous voyez qu'il y a une partie qui est écrite en noir, une partie qui est écrite en gris. La partie noire, c'est vraiment l'objet du mail. La partie grise, c'est une sorte de sous-objet. C'est en fait la première phrase qui est dans votre newsletter. Elle va apparaître à la suite de votre objet de mail, un peu comme un sous-titre. Et donc, c'est intéressant de travailler cette première phrase. Comme ça, ça vous permet d'associer avec l'objet du mail, parce que l'objet du mail ne peut pas être très long. Mais comme ça, ça donne une autre dimension, ça permet de le compléter. C'est pour ça que je vous ai mis ces exemples. Au niveau de la conception, donc une fois qu'on a choisi notre nom d'expéditeur, notre objet, on va vraiment rentrer dans la création de la newsletter, où là, il y a une structure que je vous préconise de respecter, puisque c'est la structure classique que tout le monde utilise. Donc, les gens ont l'habitude de lire les newsletters sous ce format-là. Donc, c'est-à-dire avec un header, avec mon super accent anglais. Donc, c'est-à-dire une en-tête,
avec la phrase d'accroche. Donc ça, c'est la phrase justement qui apparaît en sous-titre du mail. Le logo, d'autres éléments si vous le souhaitez, mais voilà, ça c'est vraiment la base. Le corps du mail, donc là, c'est là où vous avez vraiment le contenu de la newsletter. Ensuite, le footer, donc bas de page, où vous pouvez mettre vos contacts, mettre les liens vers les réseaux sociaux et bien entendu, le lien de désabonnement qui est obligatoire. Anastasia, il y avait une petite question de Marion sur la partie précédente, sur la partie grise dont tu parlais là, dans l'objet du mail. La question, si on la met à quel endroit exactement? Dans l'objet ou à un autre endroit? C'est dans la newsletter. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais vous faire une démonstration. C'est dans la newsletter. Ce n'est pas dans l'objet du mail. Et ça va permettre d'avoir une sorte de sous-objet. Je vous montrerai où on le met. Au niveau de la structure, bien entendu, il faut que ce soit structuré pour que ça apporte de la clarté et de la lisibilité. Hein, c'est important. Ce qui va être important, c'est de hiérarchiser vos idées. Donc en termes de contenu, mais aussi visuellement, que les titres ressortent par rapport aux sous-titres, par rapport au texte. Donc ça, vous allez utiliser pour ça des jeux de couleurs, des tailles de police. Donc voilà, c'est vraiment important de mettre en avant visuellement les choses. Le graphisme, c'est important. On n'est pas obligé d'être graphiste pour réussir une newsletter. Il faut juste avoir voilà, quelques petites bonnes astuces de base. Et du coup, vous pourrez mettre en évidence les choses. Par exemple, tout simplement, vous voulez qu'on voit quelque chose, vous le mettez en gras. Bien entendu, un graphiste va vous trouver des solutions encore plus appropriées. Mais déjà, rien que les jeux de couleurs et les jeux de mettre en gras ou en souligné, des choses comme ça va permettre de guider le regard. Le graphisme, il est là pour aider à lire. Hein. C'est certes pour faire joli, mais c'est pas ça, uniquement ça. L'objectif, c'est pour accompagner le regard et que ce soit lisible. Au niveau du graphisme, il faudra aussi que vous ayez une identité facilement reconnaissable. Je vous dis n'importe quoi, si vous avez décidé d'utiliser du rose, utilisez toujours du rose, parce qu'à chaque newsletter, les lecteurs ils peuvent vous reconnaître. Après, bien entendu, là c'est Noël, vous avez envie d'utiliser d'autres couleurs, c'est un peu particulier, c'est un événement, mais sinon, il faut qu'on puisse vous identifier. Tout comme le nom de l'expéditeur qui est toujours le même, la charte graphique doit être respectée à chaque fois. Donc, on va aller un petit peu plus précisément dans le contenu. Donc, le contenu qui est dans le corps du mail, qui est composé de graphismes et de texte. Du coup, vous avez toute la partie contenu éditorial. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Ça peut être des articles, hein, pas forcément des offres promotionnelles des produits. Ça peut être voilà, vraiment des articles, du contenu éditorial. Au niveau d'idées un petit peu plus originales, vous pouvez avoir des témoignages de vos clients, par exemple, ou aussi des choses plus ludiques, comme des quiz ou des enquêtes de satisfaction, où là, vous allez vraiment engager vos abonnés et puis leur permettre aussi de s'exprimer. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est important, quoi qu'il en soit, au niveau du contenu écrit, c'est qu'il faut que ce soit synthétique, que les lecteurs n'aient pas trop à ce qu'on appelle scroller. Vous savez, quand vous ouvrez vos newsletters, vous voyez qu'une partie. Du coup, si votre newsletter est très longue, il faut, avec la souris, descendre. Et s'il faut descendre 50 fois, le lecteur, il ne va jamais faire ça. Donc, il faut que ce soit quand même assez court en termes de mise en page et puis court dans les textes, puisque, comme on l'a vu au tout début, les mails, on en reçoit toute la journée plein et on ne va pas s'amuser à lire des pavés. Donc, il faut faire attention à ça. Là aussi, c'est un petit peu comme pour l'objet du mail. Au sein même du mail, il faut interpeller le lecteur, s'adresser à lui. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple. Et aussi dans le contenu, éviter les spam words. S'il y en a trop, vous pouvez atterrir dans les spams à cause de ça. Et après, vous avez tout ce qui est contenu visuel, où là, vous allez pouvoir capter l'attention et grâce au contenu visuel, valoriser votre contenu écrit, l'illustrer par exemple. C'est en mettant une photo, voilà, si vous avez un article sur votre entreprise, à côté, vous mettez une photo de votre entreprise. Donc, il est là pour attirer le regard, mais pour que ce soit utile aussi. Comme je le disais, c'est important de respecter votre charte graphique tout du long. Hop. Donc ça. Ensuite, au niveau toujours dans le contenu de votre newsletter, vous avez ce qu'on appelle les boutons Call to Action. Ouais, j'ai un super accent. Donc, c'est appel à l'action en français, c'est plus simple.
Ces boutons, en fait, comme vous voyez, ça se présente vraiment sous la forme de boutons. Donc, on se dit qu'on va pouvoir cliquer dessus et ça va rediriger vers votre site ou, comme le disait tout à l'heure Ombline, vers vos réseaux sociaux, par exemple, un article que vous avez écrit sur LinkedIn. Donc, ça permet voilà, de rebondir sur un autre média. Et finalement, le but d'une newsletter, souvent, vos objectifs sont souvent liés au fait d'amener le lecteur sur votre boutique, sur votre site internet, sur votre article. Donc, c'est vraiment un petit peu le cœur de la newsletter, ces boutons-là. Donc, soit vous allez avoir dans la newsletter un appel à l'action, c'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est que la personne, elle aille sur votre site voir ce produit en particulier. Donc, vous allez mettre un bouton et vous allez pouvoir répéter même ce bouton qui a toujours le même objectif. Après, il y a des newsletters. Moi, par exemple, celle que je fais dans le cadre de la MMIE, c'est sur les rencontres métiers. Donc, il y a plusieurs rencontres métiers dans un mois. Donc, forcément, à chaque fois, j'explique la rencontre métier et je mets un bouton appel à l'action pour chacune d'entre elles. Donc, j'ai différents boutons qui mènent sur différents liens. Donc, voilà, il y a plusieurs manières de construire en fonction de l'objectif votre newsletter. Dans tous les cas, il faut que les liens, là aussi, les boutons, ils soient visibles, qu'on voit que ce sont des boutons, qu'il y ait une couleur qui les distingue, ils soient bien positionnés dans votre newsletter. Donc, c'est-à-dire plutôt au début, dans la partie qu'on voit, pas la partie qu'on voit seulement si on descend. Comme ça, si la personne n'est pas descendue dans votre newsletter, elle aura quand même vu le bouton et quand même peut-être cliquer dessus. Donc là aussi, il faut inciter au clic. Donc, je vous ai mis un exemple un peu décalé. Mais vous voyez, voilà, on fait appel un peu au jeu des émotions. Donc, c'est un chat, il est mignon. Et on vous propose de l'adopter en le personnifiant. C'est Macha le chat. Donc, vous avez plus envie de l'adopter que si on vous avait mis acheter le chat. C'est beaucoup moins parlant. Et il y a le fait aussi d'inclure la personne j'adopte. C'est vous qui allez faire cette action. Vous vous sentez concerné. Donc, pour illustrer ce qu'on vient de voir, parce que c'est toujours plus simple d'avoir un vrai exemple, je vous ai fait une petite étude de cas donc sur une newsletter La Fourchette, pour voir justement quelles étaient les choses un petit peu à retenir. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on voit quand on ouvre son mail, on voit qu'une partie de la newsletter. Ce que je vous disais, il va falloir scroller, descendre pour voir le reste. Donc, on voit qu'il y a les éléments principaux dans la première partie, justement, puisqu'il faut qu'ils aient transmis leur information quand bien même vous n'iriez pas au bout. La mise en page, elle est assez simple. Ça permet justement d'être lisible et compréhensible très facilement. Donc, ce qui est intéressant dans cette newsletter, Marion qui demandait tout à l'heure où est-ce qu'on plaçait le sous-titre, donc ce qui apparaissait en gris dans les exemples d'objets de mail. Là, vous voyez, je vous l'avais mis cet exemple, c'était avec l'émoticône soleil, cap sur les terrasses, et on voyait que le sous-titre, c'était le lundi au soleil. Et vous voyez, le lundi au soleil, c'est tout simplement la première phrase en haut de la newsletter. Donc, c'est ça qui permet d'avoir le sous-titre. Je ne sais pas si c'est clair, vous me direz. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils en ont mis une. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant. Autre point intéressant, vous voyez, ils ont mis mon prénom. Donc, ils ont inséré ce qu'on appelle une variable. Donc, ça permet que je me sente plus concernée, forcément, vu qu'ils s'adressent à moi. Ils ont utilisé la technique qu'on appelle du storytelling, c'est-à-dire quand on raconte une histoire en marketing, c'est-à-dire que, voilà, ils me positionne au soleil, sur une terrasse, dans un environnement. Donc, je me projette et du coup, par conséquent, j'ai envie d'aller sur un restaurant en terrasse. Donc, ça, c'est une technique qui est très utilisée dans les publicités à la télé, dans tout, et on peut l'utiliser, vous voyez, même dans les newsletters. Donc, c'est en ça que je trouve que c'est vraiment un exemple pertinent. Vous avez les boutons d'appel à l'action qui sont déjà visibles, avec là aussi des verbes d'action et le jeu qui va permettre d'inclure le lecteur et de lui donner envie de cliquer. Quand on descend, voici ce qu'on voit. Donc là, c'est construit avec beaucoup d'images, donc c'est visuel, ça donne envie, enfin moi personnellement, parce que j'aime bien manger. Mais voilà, ça donne envie, c'est aussi la cible, ceux qui aiment bien manger. Ils ont mis des boutons d'appel à l'action qui sont en lien avec le contexte, avec leur marque, donc bon appétit par exemple. Au moins c'est original, ça leur permet de se distinguer et d'avoir un vocabulaire un petit peu différent et qui correspond à leur marque.
Anastasia, il y a une petite remarque de Stéphanie en disant que tu nous fais rêver avec tes restaurants au soleil en période de confinement. Voilà, ça c'était pour, Oui, voilà, bah oui, pour bah, j'espère pour le qu'on clin d'œil. pourra. Effectivement, tu as bien choisi ton exemple. C'est Et ça. plus sérieusement, donc Véronique, alors je comprends lire, est-ce que le contenu textuel du CTA, je ne sais pas ce que c'est le CTA, peut aussi référer à un titre d'article, par exemple une fiche métier avec pour CTA portrait de un tel. Alors si c'est pas clair, peut-être si Véronique voulait prendre la parole, à moins que ça te parle. Alors, CTA, je suis vraiment nulle avec les acronymes. Je sais que c'est l'acronyme, mais je ne sais plus de quoi. Donc, Véronique, si vous pouvez le mettre dans le chat ou prendre la parole pour expliquer. Call to action. Ah, Oui. call to action, d'accord. Est-ce que du coup, ça peut rediriger vers des profils de candidats? C'était ça la question? Oui, une fiche métier avec un call to action, portrait de. Oui, ça peut être ça. Donc là, ça rentrera dans la catégorie, comme on disait, où on va avoir plusieurs appels, enfin CTA, on peut dire, oui, plusieurs boutons call to action. Effectivement, on peut, par exemple, si on veut communiquer, j'imagine c'est pour communiquer sur des bénéficiaires, peut-être qui rechercheraient un emploi, on peut mettre la photo ou le CV de chacun avec un bouton qui redirige. L'idée, c'était de dire, parce que tu suggères que les verbes d'action, c'est très efficace, j'en profite, j'adopte, et là, c'est dire c'est plutôt un titre, un profil d'Isabelle, voilà, est-ce que quand même les gens vont aller cliquer si on ne met pas forcément un verbe d'action? C'était un peu aussi là. Oui, il y a d'autres possibilités là, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est une technique qui marche, qui fonctionne bien. Après, il faut en fait adapter le discours aussi au contexte, à sa cible, à son positionnement. Donc c'est en ça que là, la newsletter de la fourchette, c'est intéressant. Vous voyez, là, ils n'ont pas mis des boutons qui disent « je vais au restaurant français ». Ou mangeons. Enfin, il n'y a pas justement de verbe d'action ou quoi que ce soit. Ils ont trouvé autre chose qui est en lien avec leur thématique et qui fonctionne. Voilà, ça donne envie de cliquer. Après, de toute façon, il faut tester les choses. Mais par exemple, portrait, c'est peut-être mieux que profil. Enfin, voilà, au premier abord, je dirais que ça donne moins envie de profil que portrait, qui a un côté plus personnalisé. Du coup, Marie suggère découvrez le portrait de ou le profil de, voilà. Voilà, ça peut être quelque chose ça, de plus dynamique. Effectivement. On va voir qu'en fait, il faut aussi tester, tout simplement, voir ce qui fonctionne pas. Là, je vous donne des astuces générales, mais vous verrez qu'en fait, c'est aussi, comme j'avais mis, en forgeant qu'on devient forgeron. Dans tous les cas, ça doit rester court, on est d'accord, le contenu doit rester court dans tous les cas. Oui, parce qu'il faut que ça ressemble à un bouton. Et après, quand on écrit un truc trop long, les gens ils peuvent croire que c'est une phrase qui a tout simplement été mise en valeur, mais que ce n'est pas un bouton en fait. Et puis que ça rentre dans le… Effectivement, c'est petit un bouton, enfin, c'est pas forcément gros. C'est ça, ouais. Ok. Merci. Il y avait d'autres questions, Isabelle? Non, c'est bon, je crois. Enfin, j'ai surveillé, c'était ça. C'est tout bon. D'accord. Donc voilà pour cette partie. Tout comme la première partie, ils ont une mise en page qui est très claire. Pour le coup, on voit très bien les choses. Et donc là, on arrive au bas de page de la newsletter. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis un rappel un peu des valeurs ajoutées de la fourchette. Donc, c'est-à-dire que là, c'est une newsletter sur les restaurants en terrasse. Et à la fin, quand même, ils me rappellent c'est quoi la fourchette, c'est quoi les services qui sont proposés. Ils redirigent vers leur application, ce qui est très important, parce que mine de rien, ce qu'ils veulent, c'est qu'on télécharge la fourchette. Et sur les réseaux sociaux, et obligatoire, j'insiste dessus, il y a le lien de désinscription. Alors, il n'est pas en gros, en gras et bien visible, parce que le but, c'est pas que tout le monde se désinscrive, mais il est bien présent. Donc, on le voit un petit peu en dessous, en vert. Ce que je vous propose, pour que vous puissiez mieux vous rendre compte, je vais partager avec vous Mailjet, qu'on utilise à la MMIE, pour vous montrer comment ça fonctionne l'éditeur drag and drop dont je vous parlais précédemment, et vous montrer que faire une mise en page comme celle qu'a fait la fourchette, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un bac+5 en graphisme pour le faire, ou un bac+5 en informatique. Donc, je vais passer sur le logiciel. Hop. Je partage le bon écran. Est-ce que là, on voit bien Mailjet, Isabelle? Oui, on est sur Mailjet, effectivement. Donc, je trouve que c'est intéressant que vous ayez une petite démonstration pour voir à quoi ça ressemble un éditeur sur une plateforme e-mailing. Donc là, je suis sur mon compte Mailjet
où je crée ma newsletter, où du coup, je choisis mon objet. Donc là, par exemple, j'ai choisi découvrir les bonnes pratiques, où je mets mon nom d'expéditeur. Donc là, vous voyez, c'est mon nom, mon prénom et l'entreprise. Donc j'utilise toujours celui-ci. Et après, on va pouvoir construire l'email. Ah, bah non, parce qu'il m'a déconnecté. Je retourne sur mon... Voilà, il ne faut pas rester trop longtemps inactif, sinon il nous déconnecte. Donc là, on rentre dans l'éditeur. Je me suis mis juste 2-3 éléments de base. Donc là, je reviens, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours très clair. Ça, c'est la première phrase de mon header, de mon haut de newsletter. Et c'est ce qui va apparaître après l'objet du mail. Donc là, par exemple, imaginons que je fasse une newsletter pour vous inviter à mon webinaire. Comment je vais faire? Alors, tous les éditeurs drag and drop ne sont pas faits exactement de la même manière, mais vous allez voir que le principe, c'est glisser-déposer. Donc, je sais que je vais construire ma newsletter là avec une colonne. Donc, j'insère une colonne et je vais indiquer qu'est-ce que je vais mettre dans cette colonne. Ben, ce sera une image. Donc là, on me demande de mettre l'image que je souhaite. Hop. Donc, vous voyez, je la fais simplement glisser. Ce qui est intéressant avec Mailjet et ce que ne permettent pas toutes les plateformes, c'est que je peux en direct éditer l'image. Par exemple, si j'ai envie de la rogner pour qu'elle soit plus petite, je peux le faire. Et hop, j'ai inséré mon image. Après, bien évidemment, dans une newsletter, qu'est-ce qu'il y a également? Il y a du texte. Donc, par exemple, je vais mettre un titre. Donc, je vais insérer une colonne au-dessus de mon image et dire que dedans, il y aura du texte. Hop. Et ensuite, je n'ai plus qu'à écrire mon texte ici. Alors, vous voyez, là, ça a repris la couleur du fond, donc ça ne va pas trop se voir. Donc, je vais mettre une autre couleur pour qu'on puisse me le voir. Donc, tout simplement, donc là, sur Mailjet, ça se présente comme ça. Mais vous allez pouvoir modifier la couleur de fond. Donc là, je vais mettre blanc à chaque fois. Hop, et vous voyez que déjà, on voit mieux les choses. Je vais rajouter en dessous une autre colonne avec mon texte, plus descriptif. Hop, là aussi, je peux remettre en blanc pour qu'on voit mieux. Oui. Hop. Je vous fais rapidement. Mais ce qui est important, voilà, c'est que ça, c'est mon contenu. Et ça, c'est un titre. Donc, tout bêtement, comment on va faire? Je vais vouloir le mettre en valeur. Donc, je vais le mettre en gras, en plus gros et au milieu, par exemple, pour le distinguer. Là aussi, je peux changer la couleur pour qu'on le voit mieux. Hop, vous cliquez sur le texte. Et vous pouvez changer la couleur comme vous le souhaitez. Voilà, c'est pour vous faire une petite démonstration de base. Mais vous voyez, voilà, là, j'ai rien fait de fou, mais mon titre, on le voit mieux que mon sous-contenu. Il y a une image qui attire le regard. Et puis, très important, je vais mettre mon appel à l'action. Donc, une colonne dans laquelle je mets, donc là, ils appellent ça un bouton. Ça dépend des éditeurs. Souvent, quand même, ça s'appelle comme ça. Et donc, là, par exemple, je vais mettre « Découvrez mes astuces ». Hop. Là, c'est pareil, vous allez pouvoir
changer les couleurs pour qu'ils soient bien visibles. Pendant que tu continues, il y a une question de Sabrina qui demande, voilà, ça a l'air rapide, et comment savoir si la personne l'a reçu, ouvert et cliqué sur le contenu. Alors Sabrina, ça sera pour la suite, ça vient après. Oui, oui, oui. Anastasia, hein. Voilà. Oui, oui, Vous le saurez effectivement, dans ouais. quelques minutes. Il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a une autre question de Véronique. Alors, je suppose que l'on peut créer des modèles de newsletter avec des caractéristiques récurrentes pour le graphisme. Si oui, comment sauvegarder les modèles? Voilà, donc ça, c'est peut-être… C'est ça. Là, effectivement, imaginons que ce soit ma première newsletter. Donc, je vais la créer. Je vais définir voilà, que mon modèle, c'est qu'il y a un titre, une image, un contenu et mon bouton. Et voilà, toutes mes newsletters, imaginons je veux qu'elles soient comme ça. Je vais effectivement pouvoir l'enregistrer comme modèle. Donc ça, après, ce sera propre à chaque éditeur. Mais à chaque éditeur, vous pouvez l'enregistrer comme modèle. Et quand vous allez faire votre deuxième newsletter, vous utiliserez le modèle et vous pourrez changer les éléments. Et effectivement, vous allez gagner encore plus de temps si vous avez fait un modèle. Là, c'est vraiment pour montrer la base. Je ne vais pas directement la ranger en ligne, ça va prendre du temps. Mais très important, donc le bouton où là, vous allez mettre le lien. Là, moi, je mettrai le lien pour que vous puissiez vous inscrire au webinaire, par exemple. Je voulais vous montrer ça pour vraiment désacraliser le côté code, graphisme et montrer que voilà, c'est vraiment assez simple. Accessible. Oui, c'est accessible. C'est ergonomique. La première fois que vous allez le faire, là, je vous le fais très vite. En plus, je fais des copier-coller, tout ça. Mais vous allez passer un petit peu de temps, mais après, ça ira vite. Et effectivement, comme on l'a fait remarquer, vous allez créer des modèles qui vont vous permettre du coup d'aller plus vite. Donc là, je vous montre juste avant, je vais passer sur le PowerPoint, mais comme ça m'évitera de faire des allers-retours, je vais vous montrer justement quand on l'envoie à quoi ça ressemble. Donc imaginons que là, j'ai fini ma newsletter. Je vais du coup sélectionner ma liste de contacts et je vais pouvoir envoyer ou programmer. Donc ça, c'est une option que vous avez, peu importe la plateforme que vous avez choisie, vous allez pouvoir programmer. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de l'envoyer maintenant. Si j'ai envie, ça peut partir samedi à 8 h du matin. Voilà. Vous pouvez vraiment tout définir. Hop, je vais revenir du coup sur ma présentation. Hop. Je pense que là, c'est revenu sur le PowerPoint. C'est bon? C'est tout bon. Oui. Ouais, c'est tout bon. Oui. Donc, une fois que vous l'avez vu, je vous ai montré comment on va l'envoyer. Sur tous, vous avez une option pour prévisualiser à quoi ressemble votre newsletter sur ordinateur et sur portable. J'ai pas assez insisté dessus tout à l'heure, mais quand vous faites votre mise en page, c'est important qu'elle soit simple pour être lisible, mais aussi pour qu'elle soit lisible par les smartphones, puisqu'il faut savoir que de plus en plus de personnes lisent leurs mails sur leur smartphone, plus que sur leur ordinateur. Donc, il faut qu'elle soit ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire adaptée au smartphone. Donc, c'est important voilà, de prévisualiser avant de l'envoyer. Vous pouvez aussi vous l'envoyer sous forme de mail test. Moi, je le fais tout le temps. Vous pouvez, par exemple, tester les liens, parce que l'erreur est humaine. Vous avez évité de mettre le lien vers la page 2, alors que c'était l'endroit où il fallait mettre le lien vers la page 3. Donc, il faut bien tout vérifier. Véronique confirme que beaucoup de newsletters ne sont pas responsives. Donc, je crois qu'on reçoit tous beaucoup de newsletters où on se dit, voilà, sur le téléphone. Oui, on voit qu'il y a un souci, quoi. C'est un sujet important si on arrive à le faire. Effectivement, oui. Et en fait, justement, c'est en faisant quelque chose de simple que ce sera responsive. Après, voilà, quand on est graphiste, on sait faire des trucs compliqués qui seront responsives, mais mieux vaut faire simple et que ça fonctionne. Ce que vous pouvez faire quand vous allez envoyer votre newsletter, c'est faire ce qu'on appelle un test A/B et pouvoir ainsi envoyer la version la plus performante. Un test A/B, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez vu, j'ai créé une version de ma newsletter, mais j'aimerais bien voir si elle fonctionnera mieux avec un autre objet de mail, par exemple, un de ceux que je vous avais proposé tout à l'heure. Donc, je vais créer une version avec un premier objet et une version avec un autre objet. Ou alors, je me dis, tiens, est-ce que ça fonctionnerait mieux si je mettais une image de chat au lieu d'une image de chien? Et vous pouvez faire comme ça plusieurs modèles. Donc, imaginons que moi, j'ai fait un modèle A et un modèle B. Au moment d'envoyer ma newsletter, je vais pouvoir choisir d'envoyer le modèle A à 10% de ma liste d'abonnés, le modèle B
à 10% de ma liste d'abonnés. Donc là, je l'envoie. Ça va du coup directement, ils vont le recevoir, il va directement y avoir des stats par rapport à ça. Et là, Mailjet, puisque c'est Mailjet que j'utilise, va analyser les résultats et par exemple, le lendemain, envoyer aux 80% restants d'abonnés la version qui a le mieux fonctionné. Donc, c'est quand même super intéressant de pouvoir envoyer ce qui était le plus pertinent, ce qui a le plus parlé à vos abonnés. Donc ça, il faut savoir que c'est souvent une option payante sur vos... Enfin, payante, la plupart des options sont payantes, mais je veux dire, ça va peut-être augmenter le prix de votre forfait au mois. Mais quand on commence à s'attaquer aux newsletters, on arrive souvent à faire ce genre de choses. Donc, ça peut être intéressant d'avoir l'option test AB. Alors, il y a Hélène, tu écris, c'est automatique du coup, je ne comprends pas bien. Je sais pas si oui, c'est automatique en fait. C'est-à-dire que moi, je vais créer mes 2 versions. Le logiciel voit que j'en ai créé 2. C'est moi qui vais choisir d'envoyer à 20%, ça peut être 30%, mais voilà. Souvent, c'est 20-80 ce qu'on fait. C'est-à-dire que 20% vont recevoir des tests. Donc, s'il y en a 2, 10% un test, 10% l'autre. Et après, automatiquement, Mailjet enverra le meilleur. Ce n'est pas moi qui vais analyser. Hein. Si vous payez l'option, vous n'avez pas besoin d'analyser. Le logiciel le fait tout seul et va envoyer la meilleure version. Ok, merci. Ensuite, après, vous allez donc envoyer votre newsletter ou programmer son envoi. Souvent, vous allez justement programmer son envoi puisque vous n'allez peut-être pas la faire au moment opportun pour votre cible. En effet, c'est important que vous adaptiez l'heure et le jour d'envoi à votre cible. On n'envoie pas un mail à une entreprise le week-end, par exemple, puisque les personnes ne sont pas là. Donc, ça n'a pas grand intérêt. Ça va être noyé dans leur mail lundi matin. Alors que si c'est un particulier, là, vous avez peut-être tout intérêt à l'envoyer le week-end ou en fin de journée, quand les personnes elles sont de retour chez elles et qu'elles consultent leur téléphone. Et oui, parce qu'on ne consulte jamais ses mails au travail. Voilà. Et du coup, pour pouvoir adapter, là c'est pareil, vous allez faire des tests. Alors là, c'est des tests que vous faites vous-même, hein, c'est-à-dire que la première fois, vous allez peut-être l'envoyer à 10h, et puis la prochaine fois, vous l'enverrez à 11h, vous verrez ce qui fonctionne le mieux. Dans tous les cas, il faut identifier un peu les habitudes de votre cible et faire par rapport à ça. Par exemple, si c'est une newsletter plus pour de la vente de vêtements, imaginons, on peut se dire que comme les magasins, c'est ouvert la semaine et fermé le dimanche, il y a peut-être des gens qui ont envie de faire du shopping le dimanche. Alors, c'est pas mal de leur envoyer notre newsletter le dimanche. Ils vont peut-être être plus réceptifs. Il y a beaucoup de gens qui lisent le journal le matin avec leur café. Donc maintenant, c'est plus trop le journal, c'est plus être sur le téléphone, justement. Et si vous avez une newsletter qui est plus centrée sur le côté actualité, parole d'expert, ce genre de choses, ça peut être intéressant de l'envoyer de bon matin au moment du café. Voilà, c'est des petits exemples pour montrer que le bon moment dépend vraiment de votre contenu et de votre cible et qu'il va falloir l'adapter. C'est pareil pour la fréquence. Une fois qu'on a envoyé sa première newsletter, on se dit quand est-ce que j'envoie la deuxième? Il faut que ce soit une fréquence régulière, mais comment vous allez la définir? Là, ça va dépendre de votre objectif. Par exemple, la Redoute, ils vont envoyer 3 fois par semaine des newsletters. Donc, c'est vraiment énorme. Mais pourquoi ils peuvent se le permettre? Déjà parce que l'objectif, c'est de vendre. Qu'on a bien conscience que pour vendre, il faut être régulièrement présent, que c'est une marque connue et qui propose divers produits. Donc, elle va peut-être communiquer le lundi sur le prêt-à-porter, le mercredi sur la partie plus mobilier et le vendredi sur la partie, je sais n'importe quoi, pas sport, mais les produits de beauté, on va dire. Donc, c'est toujours la Redoute, mais on a quand même l'impression que c'est un petit peu autre chose. Donc, ils peuvent se le permettre. Par contre, le musée du Luxembourg, qui a une programmation qui est la même sur 6 mois, il ne peut pas envoyer une newsletter toutes les semaines parce qu'en fait, ils n'auront rien à dire, ce ne sera pas intéressant et les personnes vont se désabonner. Donc là, par exemple, ils vont avoir un rythme d'envoyer une newsletter tous les 3 mois. Anastasia, j'en profite parce qu'il est 15h. Oui. Alors, il y a Ambeline qui doit nous quitter. Il y en a à peu près encore pour 10-15 minutes avec la partie questions-réponses. Qu'est-ce que tu Oui, après, il y en a pour 10 minutes, je dirais. Après 10 minutes, voilà. 5-10 minutes. Pour ceux qui peuvent rester, c'est super. Sinon, il y aura toujours le replay. Mais c'est ça. Voilà. Allez, je te laisse poursuivre. Donc, justement, la dernière partie, c'est une fois que vous avez envoyé votre newsletter, à partir du moment où elle est envoyée,
vous commencez à avoir des statistiques en direct. Donc ça, c'est ce qui est vraiment fou et ce qui est intéressant. Vous allez voir, c'est un petit peu grisant. La première que vous envoyez, peut-être vous allez regarder chaque minute ce qui se passe parce que c'est vraiment en temps réel que vous voyez les résultats. Vous avez donc des indicateurs. Donc c'est votre plateforme emailing qui vous indique tout ça, qui calcule tout ça en temps réel et qui vous l'indique. Et donc ça, je vous ai mis les principaux indicateurs à regarder et comment vous allez pouvoir les améliorer. Donc le taux de délivrabilité, c'est si votre newsletter est bien arrivé à destination. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas reçu parce que temporairement, leur adresse elle est indisponible, il y a trop de mails. Donc là, au fur et à mesure, ils vont le recevoir et votre taux il va augmenter. Mais après, il y a des adresses qui n'existent plus, par exemple, ou qui sont en erreur. Donc là, ces adresses-là, il faudra que vous les supprimiez afin que la prochaine fois, votre taux d'envoi puisse augmenter. Ce qui est important aussi, c'est le taux d'ouverture. Donc là, c'est si votre newsletter elle est consultée, c'est-à-dire que les personnes, elles l'ont reçue et elles l'ont ouverte. Et comme on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que votre newsletter va être ouverte? C'est l'objet du mail. Donc, si votre newsletter est peu ouverte, la solution, ça va être justement de tester d'autres objets de mail, de bien les soigner. Également aussi de viser les bons créneaux d'envoi, puisque les personnes n'ont pas ouvert parce qu'ils étaient peut-être occupés, puis après, ils sont pas revenus dessus du coup. Pour le taux de délivrabilité, je vous ai mis qu'il doit être de 95% minimum. Voilà, c'est un peu une moyenne, mais dans l'idée, c'est assez simple d'avoir normalement un bon taux. Il faut que vous ayez une liste de contacts à jour. Donc, s'il est mauvais, c'est que vous avez une mauvaise liste de contacts et du coup, il faut la mettre impérativement à jour. Le taux d'ouverture, je vous ai mis une indication, c'est 20 à 25% en moyenne, mais ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Donc, il ne faut pas non plus vous baser sur ça, mais ça donne déjà une petite idée. Pour le taux de clic, donc là, c'est vos abonnés, ils ont reçu le mail, ils l'ont ouvert et du coup, ils ont cliqué sur un de vos liens, donc les fameux appels à l'action qu'on a vus tout à l'heure. Vous allez pouvoir voir donc combien de personnes ont cliqué et ce qui est intéressant, c'est que vous verrez sur quoi ils ont cliqué. Par exemple, si vous avez 5 liens différents, vous allez voir qui a cliqué sur quoi, combien de fois. Donc, quel est le bouton qui a le mieux fonctionné, le moins bien, et après, vous pourrez essayer de voir pourquoi. Dans tous les cas, si votre taux de clic général est faible, ça veut peut-être dire que votre mise en page n'est pas assez aérée, qu'on ne voit pas assez vos boutons, ou en tout cas qu'il ne donnait pas envie de cliquer, que la valeur ajoutée que vous aviez promis derrière, ce n'était peut-être pas ce qu'attendaient les personnes. Donc ça, c'est important, ça montre vraiment l'engagement de votre cible. Au niveau des indicateurs, il y en a que je ne vous ai pas écrit, mais qui peuvent être importants, c'est le taux de désabonnement. Donc là, c'est les personnes qui, du coup, vont se désabonner. Donc ça, malheureusement, ça arrive. Des fois, je vous préconise même de désabonner vous-même les personnes qui ne sont plus actives. C'est-à-dire que si Marie Dupont, vous lui avez envoyé 100 mails et qu'elle n'a jamais réagi, il vaut peut-être mieux que vous l'enleviez vous-même de votre liste avant qu'elle ne vous déclare comme spam. Puisque vous avez ce qu'on appelle le taux de spam. Donc, c'est les personnes qui se sont plaints, qui ont déclaré que vous étiez un spammeur. Et ça, c'est très grave, puisque si vous êtes déclaré comme spam par trop de personnes, par exemple, si plein de gens sur Gmail vous déclarent comme spam, Gmail va vous identifier comme un spammeur et vous atterrirez toujours dans les spams sur cette messagerie. Donc, c'est pour ça que c'est très important de ne pas écrire à des gens qui ne veulent pas de vous. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas forcément acheter des listes parce que ça va augmenter votre taux de spam. Une question, Anastasia, de Marion. Je ne sais pas si tu connais Digitaléo. Si. Elle demande s'il y a les mêmes outils pour faire des statistiques sur cette… Oui, sur Digitaléo, ça, c'est vraiment les stats de base. Et n'importe quelle plateforme vous montre au moins les 3 stats là, que je vous ai affichées. Et voilà, ça, c'est vraiment la base, en fait. Sur les statistiques, tu as terminé? Parce que j'ai manqué une question de Véronique, mais j'avoue ne pas être en mesure de la poser. Alors, attends, je vais essayer de voir la conversation. Alors, c'était avant, en fait, ça allait très vite. Et du coup, c'était par rapport à la slide précédente, je crois. Je ne sais pas si, Véronique, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, alors de toute façon, là, pour la partie présentation, j'ai terminé. Donc, moi, ce que je vous propose, ce sera peut-être plus sympathique et plus fluide, c'est que vous posiez vos questions directement, effectivement, de vive voix. Donc, je crois que c'était sur la slide précédente et Véronique demandait, je suppose que c'est pour apparaître dans les premiers mails consultés, la stratégie de cible. Est-ce que vous pouvez préciser, oui, à l'oral? Non, c'est le fait de bien choisir sa cible, c'est pour être dans les…
dans les premiers mails. Je ne sais pas si elle est encore là, Véronique. Bon. En tout cas, si vous avez des questions, effectivement, c'est le moment, soit dans le chat, soit vous pouvez ouvrir votre micro également. C'est plus convivial pour Anastasia. C'est comme vous le souhaitez. On se donne encore, c'est 15h07, encore 5 minutes, 5-10 minutes selon vos questions. Oui, voilà. N'hésitez pas. Pour ma part, c'était très clair. Je te remercie, Anastasia. Et c'est vrai que ça donne à réfléchir, notamment, je ne sais pas si c'est vraiment sous forme de newsletter, mais tu sais qu'on pratiquait des emailing mini-CV et de passer par Digitaléo, effectivement, ça nous donnerait... Sur les masters spécialisés, on ne passe pas forcément par Digitaléo. Ouais, moi je le faisais sur Digitaléo, ouais. Et du coup, ça te donne effectivement toutes les statistiques aussi dont tu parlais. Oui, le terme newsletter, j'utilise pour englober plein de choses, mais après, voilà, cette même idée peut être utilisée pour différentes choses, pour quelque chose qui n'est pas forcément récurrent. Voilà, les mêmes pratiques peuvent être... voilà, c'est les mêmes bonnes pratiques au final. Et si je comprends bien, pour moi, la newsletter, donc ce que tu as présenté, c'est en fait un appel. Enfin, c'est très court, c'est ça? Et après, tu es redirigé sur soit un article, un site internet, un lien LinkedIn, ce genre de choses. C'est ça, ouais. L'idée quand même, c'est que ce soit court. Après, voilà, il y a toujours un peu de tout, mais c'est vrai que souvent les newsletters, c'est un premier aperçu du contenu et on propose aux personnes d'aller plus loin en les redirigeant vers l'article complet sur le site, par exemple. Ouais, d'accord. Je ne vois pas de questions arriver. Il y a beaucoup de remerciements, Anastasia. Présentation. Ouais, je vais vous mettre un petit, alors justement, il y a un petit dernier questionnaire de satisfaction du coup, donc, pour vous redire à tous, vous aurez la présentation d'Anastasia, le lien avec le replay, enfin voilà, tout ce qu'il vous faut. Et vous pouvez, comme dit Anastasia, sur LinkedIn, la contacter si vous avez des questions. En tout cas, vous aurez tout. Donc, il y a un dernier petit sondage, si vous voulez bien y participer. Et puis, on pourra clôturer ce webinaire. Je suis preneuse de la petite astuce de sondage, Anastasia. Ah, du sondage Zoom. Ouais. Pas de souci. Merci beaucoup. En tout cas, c'était effectivement très clair. C'était très clair et très agréable. Merci. 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 Merci à vous. Je laisse ouvert pour ceux qui souhaitent y aller. Et puis après, s'il y en a d'autres qui ont des questions, on reste là 2-3 minutes. Voilà, si tu regardes le chat, il y a pas mal de remerciements. Je ne sais pas le sondage, si tout le monde a répondu. Puis après, effectivement, on pourra... Oui. Ouais. Simplement une question. Vous m'entendez? Oui, parlez peut-être un petit peu plus fort. Mais oui, bonjour. En fait, moi, je me posais une question parce qu'actuellement, dans notre association, on fonctionnait un petit peu à l'ancienne. Pour chaque information, on envoyait un mail. Et on se pose la question, justement, pour limiter, pas trop, entre guillemets, spammer nos adhérents, de mettre en place une newsletter plutôt mensuelle. D'accord. Pour regrouper les différentes informations, donc ça nous demande plus d'anticipation. Et de renvoyer après vers plus de détails via notre blog ou autre. Et éventuellement, s'il y a des événements qui arrivent entre-temps, entre deux newsletters mensuels, envoyer ponctuellement une newsletter sur un sujet. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à partager pour trouver un équilibre entre une newsletter où il y a beaucoup d'infos et les gens vont piocher histoire de ne pas en avoir toutes les semaines, et puis avoir de temps en temps des infos. C'est pour communiquer sur des événements, sur quoi? Oui, alors c'est des événements, il y a des événements externes qui pourraient être proposés à tout le monde, et puis des choses spécifiques pour nos adhérents, où il y a des rendez-vous réguliers, etc. Et puis après des informations sur des actualités qui... ça dépend des actus, donc il n'y a pas de fréquence calée, quoi. C'est un petit peu un mélange de tout ça.
D'accord. Alors, effectivement, il faudra définir une fréquence quand même. Après, si ce n'est pas respecté au jour près, ce n'est pas très grave. Mais comme vous dites, peut-être que mensuel, enfin, je ne sais pas exactement combien vous avez d'événements, mais si vous en avez régulièrement, que ça revient souvent mensuel, ça me paraît adapté. Ça ressemble un petit peu, hein, on ne fait pas la même chose, mais c'est ce que je fais pour mes rencontres métiers. Donc, c'est des événements, il y en a souvent, c'est récurrent. Du coup, au départ, je la faisais tous les mois. Et au bout d'un moment, bah, vous voyez, j'ai adapté, je l'ai fait tous les 15 jours. Donc ça aussi, vous voyez, naturellement. C'est-à-dire qu'à la fin, je trouvais ça trop long. Puis l'information pouvait être décalée. Quand il y a des dates, ben, du coup, la fin du mois, si on envoie au début du mois, bah, ça veut dire que les événements du début du mois, il n'y aura pas beaucoup d'inscrits, vu qu'on vient tout juste de l'envoyer et qu'ils n'ont pas le temps de s'inscrire. Donc j'ai adapté à 15 jours. Donc voilà, ça va dépendre un peu du contenu, mais pour commencer, je pense que mensuel, c'est bien. Et comme vous le disiez, si vraiment, entre-temps, il y a quelque chose qui apparaît, vous pouvez toujours faire un mail classique pour venir compléter. Ce qui est important, en fait, c'est que vous identifiez voilà un peu les grandes familles, ce sur quoi vous allez communiquer. Vous avez l'air d'avoir plusieurs services, plusieurs produits. Peut-être voilà, dire nos événements, nos services, nos actualités. Et à chaque fois, il y a ces 3 thèmes qui reviennent dans chaque newsletter et que vous enrichissez à chaque fois avec du contenu. Parce qu'en fait, la réticence, c'était de se dire peut-être qu'il y a des informations qui vont être, comme il y en aura beaucoup dans le même message, ça n'aura pas le même impact que d'envoyer un mail par information. Mais à la fois, on ne peut pas non plus en envoyer trop à ses adhérents. Donc, forcément, on perd peut-être un peu d'impact en regroupant des infos dans un même mail, mais à la fois, ça c'est une meilleure expérience utilisateur aussi, peut-être. C'est ça. D'où là, ça va être l'importance de la fréquence. C'est-à-dire que si quand vous faites tous les mois, ça vous donne un truc énorme et trop long, et à ce moment-là, vous pourrez peut-être passer à tous les 15 jours. Donc, comme ça vous évite d'en envoyer justement tous les jours dès que vous faites quelque chose. Parce que là, effectivement, les personnes, oui, du coup, c'est plus qualifié parce que c'est sur un événement, un service. Mais ils en reçoivent tellement qu'au bout d'un moment, ils ne vont pas pouvoir tout lire. Alors que si vous les regroupez, c'est intéressant. Mais effectivement, il ne faut pas que ce soit trop long. Donc là, c'est vraiment une question de fréquence qui va permettre d'adapter la longueur de votre newsletter. Merci pour vos réponses. Pas de souci. Voilà, merci Marie. Écoute Anastasia, il n'y a pas d'autres questions, beaucoup de remerciements toujours, donc peut-être qu'on peut clôturer là si oui, c'est OK pour toi. Bon. Attends, je partage les résultats comme ça. Tac, tu pourras faire une capture peut-être. Voilà, c'est bon. Hop. Attends, je récupère. Bon, il n'y a pas photo, Anastasia, je crois. Grand succès. Donc, on va avoir plein de belles newsletters maintenant. C'est magnifique. On ne les mettra pas à la poubelle directement. On les ouvrira sur notre smartphone en plus. Ça va être le vrai bonheur. Merci à tous. En tout cas, vous étiez nombreux pour cette présentation, le dernier webinaire de la semaine de l'entreprise. Je vois qu'Hélène apparaît, Hélène Colson, chargée de mission filière numérique, grande organisatrice de cet événement. Donc, merci à tous et surtout Anastasia, c'était très très limpide et ça donne vraiment envie de se lancer. Comme tu dis, tu as enlevé tous les freins, presque, les appréhensions en tout cas. Et voilà, bonne newsletter à tous. Merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers Anastasia et profiter de toute cette belle matière. Voilà. Tu voulais rester après, Hélène? Je crois qu'Anastasia, tu peux comme tu es à la main. Oui, c'est juste que j'arrive pas. Il faut que j'arrête mon partage d'écran. Hop. Il reste encore 2 personnes. Et puis, tu peux aussi arrêter l'enregistrement éventuellement. Ouais.